Hey les amis, ce soir on va plonger, littéralement, dans un monde où les bains étaient rares, les odeurs constantes et le luxe très relatif. Vous êtes là, allongé dans votre lit, propre, détendu, peut-être même avec des draps frais. Mais imaginez-vous glisser dans les chaussures en cuir rigide d'un noble du XVIIe siècle. Vous portez de la dentelle, du velours, peut-être même un jabot empesé. Mais sous cette couche de raffinement, des semaines d'odeur corporelle, des couches de sueur rance et une perruque qui a vu des choses que même votre linge ne supporterait pas. Vous pensez que vous survivriez dans un château baroque? Spoiler, probablement pas. Alors avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire où vous vous trouvez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, peut-être allumer un petit ventilateur pour ce doux bourdonnement en fond sonore, et glissons-nous doucement dans le voyage de ce soir. Tu avances lentement dans la galerie dorée du palais de Versailles. Tes pieds s'enfoncent dans les tapis orientaux, les murs brillent d'or, et les lustres jettent mille éclats sur les miroirs. Tout semble étincelant, majestueux, et pourtant, ça pue. Un mélange entêtant de sueur ancienne, de parfums trop forts, de cuir moisi et, quelque part, de pipi. Bienvenue dans les appartements du roi Louis XIV. On appelait le roi Soleil. Il brillait, il dansait, il gouvernait depuis son lit, mais il ne se lavait presque jamais. On estime qu'il ne s'est baigné que 2 fois dans toute sa vie. Pas 2 fois par mois, 2 fois dans toute sa vie. Et pourtant, c'est lui qui dictait les codes de l'élégance dans toute l'Europe. Tu regardes autour de toi, les courtisans rivalisent d'inventivité pour dissimuler leur propre puanteur. Des mouchoirs imbibés d'essences rares, des petits sachets d'herbe accrochés à leur ceinture, des perruques poudrées jusqu'à l'étouffement. C'est une mascarade olfactive. Et personne ne se pose vraiment de questions. Le trône du roi? Somptueux, sculpté, recouvert de brocart, mais ce que tu ne vois pas, c'est le petit pot en faïence glissé discrètement en dessous. Car oui, même Sa Majesté doit faire ses besoins, et descendre jusqu'aux latrines, c'est bon pour les paysans. Alors on fait ça là, et quelqu'un nettoie. Parfois. Un peu plus loin, tu tombes sur une scène étrange. Une dame de la cour est allongée sur un divan, pendant qu'une servante lui frotte doucement les mains avec de l'eau de rose. C'est le summum du raffinement ici. On étoile les mains, le visage, parfois, mais le reste, un peu de talc et beaucoup de prières. Les médecins de l'époque soutiennent que se laver trop souvent est dangereux. Le corps, disait-il, possède des humeurs, et les bains peuvent déséquilibrer ces humeurs précieuses. L'eau chaude, elle ouvre les pores, affaiblit le corps et permet aux maladies de s'infiltrer. Résultat, mieux vaut puer que mourir. Et puis, il y a les fringues. Tu les enfiles le matin, tu les gardes des jours entiers, parfois des semaines. Le linge de corps? Optionnel. On croit même que les vêtements superposés absorbent les mauvaises odeurs et les toxines. Spoiler, ils ne les absorbent pas, ils les collectionnent. Ce que tu sens, ce n'est pas seulement le roi. C'est tout un monde d'habitudes figées, de croyances tordues et d'obsessions pour l'apparence, pas l'hygiène. Et cette odeur d'ambre et de moisi, elle est partout, dans les couloirs, sous les robes, derrière les rideaux. Tu passes devant une fontaine, sèche, et ce n'est pas rare. L'eau courante est un luxe, même pour les palais. On la fait venir en tonneau ou en seau porté par des domestiques. Prendre un bain devient une entreprise logistique. Autant l'éviter. Mais attention, tout n'est pas aussi figé. Certains nobles italiens, surtout à Florence ou Venise, continuent parfois à se baigner, influencés par les traditions de bains publics romains. Mais en France, en Espagne, mieux vaut sentir la lavande que risquer une pneumonie. Et puis, il y a cette anecdote, celle d'un ambassadeur ottoman qui visita la cour de Louis XIV. Il rentra chez lui complètement horrifié, non pas par les coutumes politiques, mais par l'odeur collective des courtisans français. Il écrivit qu'il ne savait pas si c'étaient des hommes ou des cadavres bien habillés. Charmant, non? Les historiens débattent encore,
Est-ce que Louis XIV refusait les bains pour des raisons médicales ou est-ce simplement le fruit de son époque? Certains pensent qu'il avait une peur panique de l'eau depuis un épisode traumatique dans son enfance. D'autres pensent qu'il s'en fichait tant qu'il brillait. Mais toi, là, dans ton lit propre, tu commences peut-être à ressentir une certaine gratitude pour ta douche du matin, pour ton savon parfumé, pour le simple plaisir de se sentir vraiment propre. Et ce n'est que le début, car ce que tu as vu dans cette salle du trône n'est qu'un avant-goût. Tu avances maintenant dans un couloir plus sombre. Les tapis se font plus rares. L'odeur se transforme. Ici, ce n'est plus seulement la transpiration ou les encens ratés. Non, c'est une peur plus profonde. Tu ressens une tension étrange, comme si le simple fait de se laver pouvait provoquer la mort. C'est ici que commence la grande panique du bain. Imagine-toi dans une maison noble en l'an 1350. La peste noire vient de décimer un tiers de l'Europe. Les médecins, dans leur savoir approximatif, observent que les gens qui se baignent souvent semblent tomber malades plus vite. Conclusion, ce n'est pas la puce, ni le rat, ni l'eau contaminée, non, c'est le bain qui tue. On commence à se méfier de l'eau. L'eau froide est pour les chevaux, l'eau chaude pour les condamnés. Prendre un bain complet, c'est comme inviter la mort à entrer dans votre peau par les pores. Tu ouvres tes chairs à la maladie. Tu t'exposes. Tu trahis ton corps. Alors on arrête. Peu à peu, dans les châteaux, dans les monastères, même dans les villes, les bains publics ferment ou deviennent suspects. On les accuse de transmettre la syphilis, de corrompre l'âme. Certains moines écrivent même que se laver trop souvent revient à céder à la luxure, car la peau propre attiserait les désirs charnels. Oui, l'hygiène devient un péché. Et pourtant, un paradoxe. À cette époque, certains médecins arabes, bien plus avancés dans leur compréhension du corps, recommandent des bains réguliers, une alimentation légère et une bonne hygiène dentaire. Les voyageurs qui arrivent de Constantinople ou de Damas sont choqués par la saleté européenne. Ils racontent que les nobles chrétiens vivent dans un brouillard d'odeurs. Dans certaines régions d'Europe centrale, on voit encore des bains thermaux ou vins, hérités de l'époque romaine. Mais même là, la suspicion s'installe. L'eau devient trouble, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Tu entres dans une pièce où un petit garçon éternue. La mère court vers lui, le couvre de laine et lui interdit de s'approcher du seau d'eau chaude posé près de l'âtre. Elle murmure « Ce n'est pas le moment, pas quand l'air est si humide. » C'est que la science de l'époque parle de miasmes, des vapeurs nocives invisibles qui flottent dans l'air et s'infiltrent dans les corps faibles. Se laver revient à se rendre vulnérable à ces brunes malicieuses. Et pourtant, dans les couloirs secrets du château, il y a toujours ceux qui désobéissent. Une jeune servante, un soir d'été, remplit une cuvette, ajoute quelques fleurs et plonge un pied dedans. Elle ferme les yeux, savoure ce luxe interdit. Elle sait qu'on la punira si elle est surprise, mais elle le fait quand même. Les femmes en particulier doivent redoubler de prudence. Être trop propre, c'est suspect. Être trop parfumé, c'est louche. Et si une femme tombe malade après un bain? On la regarde d'un œil inquiet, on murmure des choses. Et parfois, on allume un bûcher. Oui, tu as bien entendu. Les bains sont parfois liés à la sorcellerie. Une femme qui connaît trop bien les plantes, qui utilise des huiles, qui garde son corps propre avec des recettes secrètes, elle est dangereuse. Elle sait des choses que l'Église ne contrôle pas. Et dans cette époque, ce qu'on ne contrôle pas, on l'élimine. Mais alors, comment fait-on pour rester présentable? On se poudre. Beaucoup. On applique des huiles parfumées directement sur la peau sale. On s'enduit les cheveux de graisse animale, parfois mélangée à de la cendre ou du plomb. Les hommes se font raser à sec, les femmes utilisent de l'urine comme lotion pour la peau. Oui, tu peux grimacer. Et les nobles? Ils organisent des rituels d'apparence. On frotte les mains, on change de gants. On asperge des coussins de parfum, on brûle des herbes sous les robes, et tout cela donne une illusion de propreté, une mascarade. Mais rien ne cache vraiment la puanteur persistante.
Tu croises alors un moine franciscain qui t'adresse la parole. Il te dit calmement « Dieu ne nous a pas donné l'eau pour qu'on y plonge, mais pour qu'on y réfléchisse. » Tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il semble très sûr de lui. Ce genre de discours est partout. La saleté devient un symbole de modestie, de piété, de sacrifice. Plus tu es sale, plus tu es proche de Dieu, et moins tu risques d'attirer les regards ou les démons. Aujourd'hui, les historiens se disputent encore sur le vrai niveau de saleté au Moyen Âge. Certains disent que les gens se lavaient plus souvent qu'on le pense, mais dans l'intimité, sans le dire. D'autres affirment que non, la crasse était la norme, et que les odeurs corporelles faisaient partie intégrante de l'expérience sociale. Toi, en tout cas, tu commences à comprendre. Ce n'était pas seulement une question de moyens, c'était une peur collective, une croyance ancrée, un refus de ce que nous considérons aujourd'hui comme essentiel. Tu regardes tes mains propres, tu touches ta joue douce, et tu remercies en silence l'invention du savon antibactérien. Mais attends, tu n'as pas encore visité les toilettes royales. Tu descends un escalier en colimaçon. Les murs deviennent humides, les torches rares. Tu es toujours dans un palais royal. Pourtant, l'odeur ici te dit le contraire. Tu arrives dans un couloir étroit, carrelé grossièrement, où le silence est trahi seulement par un clapotis occasionnel. Te voilà enfin devant ce que les meubles appellent poétiquement le lieu d'aisance. Mais oublie les toilettes modernes. Ici, c'est un banc de pierre percé d'un trou. Parfois, sous ce trou, un seau. Parfois, rien du tout. Juste le vide, ou une fosse que l'on vide une fois l'an, si l'on y pense. Tu t'assieds ? Mieux vaut éviter. Le roi lui-même, rappelez-vous, faisait ses besoins dans sa chambre, dans un pot de nuit que son valet devait vider discrètement, parfois quelques jours plus tard. Et comme ces pots se multiplient à travers les châteaux, il fallait bien une astuce. On inventa le parfum d'ambiance à la rose, à la cannelle ou au musc pour masquer l'odeur ambiante, une sorte de désodorisant du XVe siècle version artisanale. Mais ce n'est pas tout. Tu continues ton exploration et entres dans un grand salon. Ici, tout le monde semble discuter, rire, danser parfois, et dans un coin, une femme lève discrètement ses jupes, s'accroupit et urine dans un petit récipient dissimulé sous sa robe. Personne ne s'étonne. On appelle cela un bourdalou, sorte de mini-chambre pot portable. Oui, la noblesse savait se soulager avec élégance. Et dehors, dans les rues des villes, ce n'est guère mieux. À Paris, à Londres ou en Florence, les ordures sont souvent jetées directement par la fenêtre. Un cri de mise en garde « Garde à l'eau !» et hop, le contenu d'un pot de chambre vole dans l'air. Et toi, promeneur malchanceux, tu pries pour avoir un bon chapeau. Pas étonnant que les riches portaient ces longs manteaux et ces souliers compensés. Pas seulement pour la mode, mais pour éviter, disons, ce que les rues leur réservaient. Et dans les châteaux, pour masquer cette réalité, des corridors bien décorés, mais aucun système d'égout sophistiqué. On jette dans des puits perdus, on enterre, on oublie, jusqu'à ce que la peste ou la typhoïde nous le rappelle. Alors on invente des solutions. Non, pas pour se laver, mais pour camoufler. On accroche des sachets d'herbe dans les vêtements. On frotte les murs avec de la lavande. Les courtisans les plus stylés portent des cannes creuses remplies de vinaigre parfumé, qui lument à chaque coin de rue, comme un filtre anti-puanteur personnel. Tu ouvres la porte d'un autre boudoir. Là, un noble est assis paisiblement pendant qu'un serviteur lui applique du vinaigre des 4 voleurs sur la nuque. Ce mélange d'herbes était censé protéger des maladies et couvrir les mauvaises odeurs. Il sent le thym, l'ail et un soupçon de désespoir. Dans les jardins du palais, des plantes aromatiques sont cultivées en grande quantité. Pas pour la cuisine, non, pour être glissées dans les corsets, les perruques, les poches intérieures. La laine aussi, dis-tu ? Bien sûr, on mâche de la sauge, du clou de girofle, parfois même de la cire parfumée. Mais malgré tous ces efforts, le nez ne ment pas. Tu sens toujours cette base persistante de crasse humaine. Les visiteurs étrangers, encore une fois, s'en étonnent. Des diplomates vénitiens notent que les Anglais se lavent les mains et le visage, mais jamais le reste. Un moine allemand écrit qu'à la cour française, le parfum flotte comme un nuage au-dessus du fumier. Et pourtant, ici, personne ne s'en plaint vraiment. C'est devenu normal, c'est intégré. Le nez s'habitue. Comme toi, quand tu entres dans une fromagerie et qu'après 2 minutes, tu ne sens plus rien. Même chose, mais version médiévale.
Avec moins de chèvres, plus d'urine. Les historiens continuent de se battre sur ce point. Certains pensent que les aristocrates n'étaient pas si sales qu'on le dit, qu'ils avaient des rituels d'hygiène discrets mais réguliers. D'autres affirment que non, que l'aristocratie vivait littéralement dans un théâtre parfumé de la crasse, et que personne ne voulait voir les coulisses. Et en parlant de théâtre, tu jettes un œil à la scène. Oui, les théâtres publics étaient aussi des endroits odorants. On disait que les places les moins chères étaient au parterre, non seulement parce qu'on y était debout, mais surtout parce que c'était là que ça puait le plus. Mais revenons à notre château. Tu remarques une étrange structure dans un coin. Un drône en bois sculpté, avec un trou au centre. C'est une chaise percée, version médiévale du WC. Certains modèles pour la royauté étaient tapissés de velours rouge. L'idée ? Rendre l'acte noble. Même dans l'intimité, tout est décor, apparat, illusion. On ne se lave pas, mais on soigne le cadre. On désinfecte pas, mais on met des rubans. Et toi, là, dans ta chambre calme et propre, tu repenses à ta salle de bain, à ta brosse à dents, à ton gel douche. Et tu souris doucement. Mais attends, ne t'endors pas encore, car il reste la peur la plus étrange de toutes. Celle d'être trop propre. Tu entres maintenant dans une pièce plus silencieuse, presque sacrée. Les rideaux sont tirés, la lumière douce, tamisée. Une dame noble est assise devant un miroir terni, un petit bol d'eau à ses côtés. Elle trempe le bout de son mouchoir, le presse entre ses doigts et le passe doucement sur son front. C'est tout. Juste le front. Car ici, dans cette époque étrange, la propreté excessive inspire la méfiance. Tu as bien compris. Être trop propre, c'est suspect. Les idées religieuses et médicales se sont entremêlées au fil des siècles. Pour créer une croyance tenace, le corps humain ne doit pas être trop altéré. L'eau, surtout chaude, peut perturber les fluides internes, ouvrir des portes invisibles aux maladies et même aux démons. Un bain complet est vu comme un acte dangereux, voire hérétique. Un moine du XIIIe siècle écrivait que le bain lave la chair, mais salit l'âme. Tu souris peut-être, mais dans leur monde, cette phrase est prise au sérieux. Et chez certaines femmes, cette peur devient obsessionnelle. On évite le savon, surtout les savons étrangers, venus d'Alep ou d'Italie, car on les associe à la sorcellerie. Une peau trop nette, sans tache ni marque, peut être interprétée comme le signe d'un pacte démoniaque. Des rumeurs circulent. Une femme du village voisin s'est lavée 2 fois dans la semaine et a perdu son enfant. Une autre a utilisé de l'eau citronnée pour rincer ses cheveux et sa vache est morte le lendemain. Les conclusions sont immédiates. Elle est trop propre pour être honnête. Tu observes un homme dans la rue. Il porte un manteau sombre, des gants épais, malgré la chaleur. Il transpire abondamment, mais garde ses vêtements bien fermés. Il dit que c'est pour sa santé, mais en réalité, il ne veut pas qu'on le soupçonne d'être un laveur de peau. Mieux vaut puer que paraître sorcier. Et dans les petits villages, cette méfiance se renforce encore. On surveille la voisine qui change d'eau trop souvent. On évite celle qui sent trop bon. Un parfum rare peut suffire à déclencher un procès, et parfois, pire. Mais il y a aussi une fascination, une attirance étrange pour ceux qui osent être propres. Les voyageurs étrangers, surtout venus d'Orient ou du monde musulman, sont souvent admirés pour leur fraîcheur, puis rejetés. Ils sont propres, donc ils cachent quelque chose. Les bains publics, autrefois lieux de détente et de convivialité, deviennent peu à peu des lieux de débauche dans l'imaginaire collectif. On ferme les portes, on les transforme en prison, en entrepôt, en ruines. À Paris, il n'en reste presque aucun au XVe siècle, et les rares survivants sont peuplés de fantômes de croyances anciennes. Et pourtant, des voix s'élèvent. Des médecins humanistes comme Ambroise Paré commencent à dire que l'hygiène pourrait prévenir la maladie. Des savants observent que les soldats qui se lavent survivent mieux aux infections. Mais ces idées mettent des siècles à s'imposer. En attendant, tu assistes à un bal dans un château. Les robes brillent, les perruques sont immenses, les éventails battent l'air chaud et parfumé. Tout le monde sourit, danse, s'évente. Mais tu sais maintenant, sous les couches de satin et les kilomètres de dentelle, c'est une autre histoire. Et ce n'est à partir du XIXe siècle, avec les découvertes de Pasteur, que la peur de la propreté bascule lentement en obsession inverse. On découvre les microbes, on comprend les infections, on invente le savon moderne, les bains hygiéniques,
la douche quotidienne. Mais pour toi, voyageur du sommeil, cette époque de crasse parfumée touche à sa fin. Alors tu respires, une grande bouffée d'air propre, imaginaire. Tu souris en sachant que ta brosse à dents t'attend, que ton lit est doux, que ton monde, aussi imparfait soit-il, sent bien moins mauvais. Et pendant que les lustres du château s'éteignent un à un, que les perruques sont retirées, que les pots sont vidés discrètement dans l'ombre, tu t'éloignes. Ta respiration ralentit. Les images du passé se fondent dans l'obscurité. Plus de perruques poudrées, plus de corridors humides, plus de soupçons autour du savon. Juste toi, ici, maintenant, dans le calme de la nuit. Le bruissement du drap sous ton épaule te rappelle que tu es loin de ces palais étouffants. Tu sens encore, dans un coin de ta mémoire, une vague trace de lavande fanée, ou peut-être l'odeur de cuir fatigué. Mais ce n'est plus qu'un rêve qui s'efface doucement. Tu réalises à quel point notre époque est douce. L'eau chaude coule à volonté, le savon mousse entre tes doigts, la serviette t'enveloppe comme un nuage. Et cette sensation si banale aujourd'hui était autrefois un luxe redouté, un danger évité, un plaisir interdit. Tu laisses ton esprit dériver, comme une barque sur un fleuve tranquille. Les rois et reines s'éloignent, les nobles s'inclinent dans le brouillard. Les jardins d'herbes odorantes fanent au ralenti. Le silence devient profond, enveloppant, bienveillant. Peut-être que demain, tu penseras tout cela en te lavant le face. Peut-être que tu souriras en imaginant un noble du XVIIe siècle surpris par ta bouteille de shampoing. Mais pour l'instant, tout est paix. Tu es propre, en sécurité, et doucement, tu t'endors.